Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Nous poursuivons notre couverture de la 29e édition de Cinémania en recevant une réalisatrice et un réalisateur suisse, Carmen Jacquier, bonjour, et bonjour. Maxime Rappa. Rappa? Oui, bonjour. Ouais. Bonjour. Bien sûr, le festival de cette année poursuit sa tradition d'avoir un pays à l'honneur, et c'est la Suisse dans ce cas ici. Contrairement un peu à nos habitudes, on a 2 réalisateurs. Et dans la mesure où je voyais des résonances entre les différents films, ces 2 premiers films, ça c'est important, ces 2 films qui ont été tournés à l'extérieur de Genève, dans les montagnes. Je ne sais pas pour vous comment c'est en Suisse, mais on sait qu'ici au Québec, de tourner en région, c'est parfois un peu compliqué. Ces 2 films qui brossent des portraits de femmes, des femmes intrigantes à la fois. Dans un cas, Jeanne Balibar, et dans l'autre cas, c'est plus une adolescente, on pourrait dire. C'est également 2 films qui traitent du rapport au corps. C'est 2 films également qui sont dans des moments de passage important, un passage de l'adolescence à l'âge adulte, dans le cas de Jeanne Balibar, d'un passage finalement de la cinquantaine vers un monde, je veux dire, qui est l'après-cinquantaine, disons de cette façon-là. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir finalement vous entendre, je veux dire, sur ces choix que vous avez faits. Carmen Jacquier, juste pour présenter votre film, c'est Elisabeth, Lilith Grasmoun, qui est une actrice non professionnelle, pour dire. Non, elle avait déjà fait plusieurs courts-métrages et un long-métrage avant de tourner dans Foudre. OK, désolé de ma méconnaissance. Et en fait, ça se passe dans l'Haut-Valais, au tournant du 20e siècle, c'est important de le mentionner. Et Elisabeth revient chez sa famille après avoir passé 5 ans dans un couvent parce que sa sœur aînée innocente est décédée. Et c'est désormais à Elisabeth d'assumer le rôle de l'aînée. Et les circonstances de la mort de innocentes sont tues, et il y a une certaine forme de répression qui s'installe autour, je veux dire, de ces 2 filles. Et à ça s'ajoutent ces 2 sœurs cadettes, Paul et Adèle. Merci, Adèle. C'est tout un film sur, pour moi, je veux dire, le mensonge. Il y a quelque chose, je veux dire, dans votre scénario qui traite du mensonge, de ce qu'on ne dit pas, de la peur, finalement, je veux dire, de la foi, le rapport à la spiritualité, le rapport au corps. D'où est venue cette idée d'aller tourner, je veux dire, au début du 20e siècle? En tout cas, je dirais peut-être pas mensonge, mais omission, ou en tout cas de s'empêcher de transmettre une histoire familiale par crainte des représailles. Et ces représailles sont liées aussi à l'autorité de l'Église, évidemment, mais à une autorité qui est celle d'un village, qui est celle des hommes, qui est celle des parents sur les enfants. Et donc, je pense que moi, j'avais envie de travailler avec des jeunes gens. Il y a quelque chose de l'ordre de la réparation, mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai forcément conscientisé en travaillant tout de suite sur le film, mais peut-être de quelque chose que j'avais moi-même envie de réparer de ma propre adolescence, de ces moments-là, voilà, où on grandit, où on a besoin de prendre du recul avec sa propre famille, où on a besoin d'inventer qu'on vient d'un autre monde, et puis de se poser la question de nos valeurs. Et je pense que voilà, j'avais envie de ça. Et sur la route, j'ai rencontré aussi les cahiers de mon arrière-grand-mère qui a vécu à cette période dans cette région du sud de la Suisse, en Valais. Et ça m'a marqué à quel point on était 2 personnes extrêmement différentes, vivant dans des sociétés à la fois très très différentes et en même temps en quête de quelque chose d'assez similaire. Alors j'aurais envie aujourd'hui de dire la spiritualité et la foi, mais ça peut, voilà, on pourrait le nommer autrement aussi. Maxime, dans votre cas, bien sûr, vous tournez aussi en région et les lieux sont extrêmement importants. Dans votre cas, c'est Jeanne Balibar, Claudine, qui consacre toute sa vie à son fils handicapé. Et tous les mardis,
Claudine quitte la vallée, prend un train, s'engouffre dans la cabine d'un téléphérique et s'arrête à 2500 mètres d'altitude où elle s'est transformée dans ses habits. Son corps même se transforme et se donne le temps. Se donne du temps à elle, retrouve finalement un peu ses racines féminines. Et ce film, pour moi, est porté par une région. Hein. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas que le film, s'il avait été tourné à Genève, aurait eu le même impact. Jusqu'à quel point, je veux dire, le choix de la région est important pour pouvoir décrire cette transformation de cette femme qui, finalement, comme je le mentionnais, part de la vallée pour aller, finalement, dans une autre sphère. Hein. On pourrait presque parler encore là de spiritualité, c'est qu'elle monte vers finalement ses propres désirs et est confrontée à sa double réalité. En fait, tout part d'une photo que j'avais prise dans un train quand j'étais beaucoup plus jeune. Oui, c'est pour dire, là. On ne sait jamais où ça nous mène, une photo. Hein? C'est ça. Et en fait, le film commence par un long travelling dans un train de montagne où on voit Claudine de dos qui part de la vallée pour aller au sommet de la montagne, dans cet hôtel. Et j'avais pris une photo dans ce même petit train d'une femme de dos, assise tout devant. Et au moment où j'ai commencé le projet, j'ai ressorti cette photo et je me suis dit, mais c'est qui cette femme ? Est-ce qu'elle habite en bas, en haut, entre les deux ? Et tout est parti de là avec cette question en fait, ce contraste topographique entre la vallée et la montagne, ça m'a permis de mettre en image la double vie du personnage. Et aussi, je trouve que la montagne, elle permet une forme d'allégorie, entre guillemets. Et dans mon film, j'ai cherché à aller un petit peu vers ce côté conte. Et voilà, avec toute la symbolique que ça comporte, le fait d'aller en haut, 7e ciel, le barrage, toute l'eau retenue qui doit sortir, tous ces éléments-là qui construisaient une espèce de symbolique dans le film. Et dans les deux cas, vous filmez des corps. Hein? Au niveau de la mise en scène, quels étaient vos choix pour pouvoir arriver à rendre finalement tout le mystère autour de ces corps-là, pour leur donner la grâce, la beauté? Parce que ce qui est magnifique dans les deux cas, et ce qui m'a énormément frappé, c'est la beauté qui ressort finalement de votre manière, votre façon de filmer ces corps. Vous aviez des directives très précises vers vos DOP, vos directeurs photo, en disant je veux que la caméra vienne par tomber presque amoureuse de mes corps et pour les envoûter. Je pense pas, en tout cas qu'on ait échangé en ces termes, mais on parlait plutôt d'une matière non romantique, de ne pas aller vers le romantisme, donc c'est presque un peu à l'inverse, mais par contre, je pense que ça passe à la fois par le casting, ça passe par les costumes, de comment est-ce qu'on contient les corps, de comment est-ce qu'on les libère, à quel moment. Ça passe vraiment par les acteurs et les actrices, leur jeu, leur présence, et quelque part, avec la caméra, on les accompagne, on les amène à certains endroits, mais en tout cas, on n'a pas cherché directement à capturer la beauté. C'était plutôt de la laisser jaillir par endroits, mais qu'elle nous surprenne, qu'elle nous dépasse. C'était pas un mot qu'on employait pendant le processus, pendant tout le long du travail avec la chef opératrice Marine Atlan, par exemple. Mais vous saviez, c'est intéressant parce que ce que vous mentionnez, mais j'ai toujours l'impression que la beauté, elle apparaît dans les non-dits ou davantage finalement dans la façon de ne pas, je veux dire, la surimpressionner à l'écran. C'est peut-être, je me suis exprimé avec les mauvais termes, mais essentiellement, ça devait être quand même une orientation au départ de pouvoir permettre, je veux dire, à ces gens de retrouver une certaine forme de lumière dans l'obscurantisme de leur famille ou de l'époque. Moi, c'est exactement ce mot-là qu'on employait. C'était vraiment de pouvoir les accompagner de quelque chose d'inspirant, de quelque chose par moments d'un peu léger, de lumineux, parce que voilà, ils étaient confrontés à tellement d'obscurité, d'obscurantisme. Donc ça allait plutôt dans ce sens-là, finalement, les échanges. Ouais. Et Maxime, de ton côté, parce que le corps est extrêmement important. Moi, j'ai travaillé avec le chef opérateur Benoît Dervaux, qui a quand même pas mal de bouteilles. Et c'était un gros travail entre lui et la déco aussi, par rapport aux couleurs des couvre-lits, la lumière qui passe à travers les rideaux. Et on a vraiment essayé de trouver quelque chose de pictural dans le rendu des pots.
Et pour autant, on ne voulait pas non plus que les scènes intimes soient traitées de manière différente par rapport au reste de la grammaire du film. Et y compris dans ces scènes-là, on a toujours essayé de trouver une espèce de distance un peu avec le personnage pour raconter aussi cet empêchement qu'elle vit, y compris jusque dans les scènes intimes. Et voilà, tout était très chorégraphié et tout était assez millimétré dans ces scènes-là. Et voilà. Mais c'est intéressant de parler de chorégraphie parce qu'encore là, toi, dans les ressemblances, j'ai l'impression que souvent les scènes, parce que bon, on ne veut pas tout raconter, mais il y a quand même des scènes intimes dans le cas de Claudine et aussi des scènes intimes dans le cas, je veux dire, du personnage d'Elisabeth avec ses 3 garçons qui sont dans le film. Et pour moi, c'est des ballets, c'est une danse. C'est comme si vous l'aviez filmé comme un peu un genre de grand ballet. Hein, où vous donniez la chance à chaque corps de trouver leur place dans cet espace. Ouais, je pense que ça c'est quelque chose qui était aussi à l'origine du projet, et notamment il y a eu une inspiration qui vient d'une artiste américaine, enfin d'origine ukrainienne, qui s'appelle Maya Deren, et qui a aussi filmé la danse. Et ça, c'est des images, moi, qui m'ont beaucoup inspirée. Il y a notamment un film qui se passe dans la forêt où elle suit un danseur. Et comment est-ce que ces corps prennent parfois possession de ces espaces très très vastes et très chargés symboliquement, et à la fois comment ils se font par moments écraser aussi par la puissance des montagnes. En tout cas, la question du corps dans le paysage, c'est vraiment quelque chose qui nous a obsédés pendant des mois, effectivement, pour trouver les bons équilibres. Et Maxime, avec la façon de diriger Jeanne Balibar, c'était un peu dans cette même optique où tu disais, parce que c'est une bête de scène, hein, disons. Puis c'est quelqu'un qui avait déjà dans plusieurs films, je veux dire, utilisé son corps. Est-ce que les orientations sont un peu dans cette perspective-là également, en disant, bon, on va te filmer comme si tu étais sur scène et comme si c'était une pièce de danse ou si tu étais dans une prestation de danse? Pas vraiment. Non? Moi, je suis pas un grand adepte, pour mon travail à moi, en tout cas, c'est pas comme ça que j'arrive à m'exprimer, de l'improvisation. Okay. Donc, il y a vraiment tout qui était hyper cadré. Et je pense que c'était plus un espèce de dialogue entre... au départ, on donnait un cadre, ensuite les acteurs faisaient ce qu'on leur demandait, on en discutait bien sûr, ils faisaient des propositions, et ensuite on réajustait le cadre en fonction de ce qu'on avait en visuel, et c'était plus ce dialogue-là d'adaptation à ce qu'ils faisaient, mais sans que ça soit de l'improvisation non plus. Mais c'est intéressant que vous parliez de cadre parce que ça m'a frappé à quel point le cadre est important dans votre film. Hein? Que ce soit des parties du corps ou que ce soit, je veux dire, le visage, que ce soit les yeux, de prendre le temps, hein, d'arrêter finalement un peu l'espace scénique et de mettre en lumière et en valeur finalement à travers le cadre les gens que vous filmiez. Hein. C'est rare qu'on voit ça, mettons, au cinéma, d'avoir cette liberté, hein, de prendre un certain temps. Ils sont à la fois tellement précieuses, c'est eux qui habitent, qui hantent les films, et c'est eux qui transmettent les histoires, et puis c'est connecté aux histoires qu'on raconte. Donc c'est sûr que pour Foudre, ça passait aussi par le corps empêché, retenu, contraint, et un corps de femmes en particulier, mais aussi d'hommes, qui mène une quête à la fois spirituelle et sensuelle, et avec la nécessité, de se libérer de quelque chose et de se connaître, d'oser se rencontrer. Et ça veut dire aussi oser accepter qu'on a un corps, tout simplement, qui est quelque chose qui a été quand même abîmé par des années d'enseignement religieux, pour beaucoup de gens, et notamment la honte du corps pour les femmes, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui met en souffrance énormément de jeunes femmes et de moins jeunes femmes, voilà. Et dans le cas de Maxime, j'ai l'impression que le cadre permettait, à Claudine, à révéler la complexité du personnage. Parce que régulièrement, dans le même cadre, on avait finalement comme 2 ou 3 visages, hein, qui se complétaient. C'est vrai qu'on a fait pas mal de... on a mis l'accent là-dessus parce que le film, en fait, il n'y a pas d'intrigue. Hein. L'intrigue, c'est Claudine.
Mais en fait, dans vos deux films, il n'y a pas d'intrigue, dans un certain sens. C'est un peu faux, parce que, on veut découvrir la mort, entre autres, d'Innocente, mais fondamentalement, je veux dire, c'est des films qui suivent des personnages, là. Oui, c'est vrai que c'était un travail sur chercher l'expression d'un visage ou d'un corps, mais sans non plus raconter la psychologie du personnage, et c'était surtout... c'était à travers l'esthétique de ce qu'on voyait qu'on racontait son intérieur, quoi, un petit peu. Je ne sais pas si je me suis très bien exprimé là-dessus. L'univers sonore de vos films est important également. Hein? On vous laissez beaucoup de place au son naturel. Vous évitez, je veux dire, de surdramatiser par la musique. Dans le cas de Laissez-moi, il y a toujours ce piano qui revient comme un leitmotiv, mais finalement, ça devient un personnage. Hein? On n'est plus totalement dans la musique, on est dans la représentation, finalement, de ce piano. Mais également, oui, il y a ce cadre qui s'oppose, mais également une genre de distance musicale qui fait qu'on est dans un rapport un peu distancié par rapport au personnage, mais à la fois qui nous permet de rentrer à l'intérieur de leur intériorité. Même s'il n'y a pas de psychologie, il y a quand même une certaine forme d'intériorité dans vos personnages. Maxime? Oui, et moi j'avais envie, je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte, mais dans le film, elle chantonne. Oui. Et elle chantonne la musique qu'on a repris pour jouer le thème. Donc il y avait ce lien-là qu'on a essayé de faire aussi. C'est un peu au niveau sonore, comment c'est établi, je veux dire, tous ces questionnements esthétiques de votre côté, Carmen? On a été très attentive au son sur le tournage aussi, parce que, voilà, ayant un film qui va chercher à réveiller les sens et à réveiller aussi une histoire passée, mais à la fois... qu'on avait envie de raviver très forte, il fallait que ça passe évidemment par tout ce qu'il y avait dans le détail du son, mais je pense beaucoup à finalement l'environnement, les champs, les rivières, la pierre, même par moments on entend même ce qui se passe sous la terre. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi aussi, le feu. Mais de sentir, voilà, qu'on est à un endroit à la fois où il y a énormément de couches, où il y a énormément d'histoires, et donc d'aller parfois même prendre le son sous terre, de sentir aussi le craquement de la terre, les insectes, pour vraiment rendre aussi, voilà, dans le détail, rendre la place de l'humain dans ces montagnes, qui est finalement pas grand-chose. Et c'est aussi ce à quoi ces paysans et paysannes étaient confrontés, à l'immensité du décor, du paysage, qui avait parfois quelque chose de mortifère, parce que, voilà, c'était un endroit aussi à la fois dangereux. Et donc il y avait comme ça plein de sensations qu'on a été chercher à la fois pendant le tournage et aussi après, en allant récupérer encore des sons dans des vieilles bâtisses de bois, d'aller faire craquer les bois, trouver les bons bois, les bons craquements. Et je me souviens d'une spectatrice justement en Valais à qui j'ai montré le film, qui disait je sens les odeurs du film. Et je pense que ça passait vraiment par le travail du son. Il ne reste pas beaucoup de temps. Les dialogues. Hein? Vous avez également, toujours dans cette distance dont je parlais par rapport au cadre, par rapport finalement même à certains éléments sonores, par rapport même à des choix esthétiques, vous avez privilégié des dialogues qui me semblent assez littéraires. Hein? Dans le cas de Carmen, bien sûr, ça provient du fameux carnet qu'Elisabeth découvre de sa sœur Innocente. Dans le cas de Claudine, je sais pas si c'est son passé, cette façon de cacher aussi une partie de sa vie, mais c'est quelqu'un qui aime bien, je veux dire, finalement, utiliser une certaine prose du quotidien. C'était pour vous une façon de marquer toujours, je veux dire, un peu ces contradictions, ces distances par rapport à leur quotidien, d'oser, je veux dire, utiliser des dialogues qui seraient peut-être un peu plus littéraires et moins axé sur des mots du quotidien. Moi, j'avais vraiment envie de développer tout un univers qui soit un petit peu décalé du naturalisme. Voilà. Et c'est pour ça que cette femme... Mais pourtant, le film est tellement naturaliste vous aviez peut-être besoin, je veux dire, de cette distance-là. C'était ce contraste-là aussi entre une image naturaliste et puis un personnage qui l'est pas vraiment.
J'aimais bien ce contraste, le fait qu'elle soit couturière à domicile, mais qu'elle parle un peu comme dans les livres, quoi. Oui. Et c'était aussi pour appuyer ce côté romanesque dans cette histoire qui se passe dans les années 90, aussi sans téléphone portable, on s'écrit des lettres. Là, il y avait tous... Vos deux films sont atemporels, hein, ce qui m'a énormément frappé, parce que effectivement, tu le mentionnais, on ne sait pas à peu près à quel... Ça aurait pu se passer aujourd'hui, ça aurait pu se passer il y a 100 ans, ça aurait pu se passer en 50 ans. Dans le cas de Food, oui, ça se passe finalement au début du 20e siècle, mais finalement, les références au présent sont tellement présente, entre guillemets, que je veux dire, c'est atemporel. Ça aussi, c'est important, je veux dire, de pouvoir parler de cette atemporalité, que c'est un sujet universel, finalement. Oui, que ça ait lieu aujourd'hui encore, que ces histoires, en fait, existent encore aujourd'hui. Et je pense que par rapport au côté littéraire, il y a aussi... Bon, dans mes recherches, j'ai réalisé à quel point les hommes et les femmes, paysans, paysannes, avaient des cœurs chargés d'histoire, de mots, et voilà, ils avaient peut-être pas fait des grandes études, ils avaient peut-être pas pu écrire des livres, mais en fait, dans les textes de mon arrière-grand-mère, j'ai vu qu'elle était extrêmement créative, extrêmement riche, et même si elle avait, voilà, jamais pratiqué l'écriture de sa vie. Et je trouvais important de redonner aussi cette force des mots à des personnes à qui on a souvent enlevé les mots dans les représentations, notamment au cinéma. Maxime Rappa, Carmen Jacquet, c'est tout le temps qu'on avait. On aurait pu encore en discuter pendant des heures et des heures. Je rappelle que Laissez-moi de Maxime Rappa est présenté le 5 novembre à 10h30 au cinéma Impérial, et également Food de Carmen Jacquet qui est présenté aujourd'hui même, le 4 novembre à 14h à la Cinémathèque québécoise. Il faut absolument aller voir ces deux films, deux belles découvertes, hein, pour des premiers films. Je veux dire, vous m'avez, vraiment bouleversé. Bravo. Donc, on invite tous nos auditeurs, bien sûr, à assister aujourd'hui à la Cinémathèque au film de Carmen et demain au Cinéma Impérial au film de Maxime. Et vous allez être sur place, bien sûr, pour répondre aux questions. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous.